Njabulo Débélé, Fools. Dès que je l'aperçus dans la salle d'attente du quai numéro 1 à la gare de Springs, j'eus envie de le connaître. Il était relativement grand, 2/3 d'une porte, svelte et mince. Il était manifestement en bonne forme physique. Son pardessus lui allait très bien. C'était le dernier cri anthracite, avec de fausses poches et des boutons inutiles sur les côtés. Les jambes brunes, d'un pantalon de belle coupe, émargeaient juste au-dessus des genoux. Elles tombaient impeccables sur des chaussures Barker brunes et brillantes. Le talon des chaussures était ferré, car elles sonnaient sur le ciment pendant que le garçon arpentait la salle. Son détachement m'impressionna vivement. Jamais encore, au cours de mes longues années d'enseignement, n'avais-je vu chez l'un de nos jeunes gens pareil détachement. Je me demandais qui il était et d'où il venait. Mais qu'avait-il à ne pas s'asseoir sur la banquette? Il semblait fort préoccupé, disons même quelque peu exalté. Son visage était empreint d'une telle intensité que son teint déjà sombre semblait foncer encore à mesure qu'il arpentait les lieux. Ses grands yeux paraissaient luire tels deux fenêtres éclairées dans l'obscurité, et j'avais envie d'y plonger mon regard. Il consultait sans arrêt sa montre en se parlant tout bas. Il évitait de me regarder. Il était pourtant parfaitement conscient de ma présence, j'en étais certain. J'étais même sûr qu'il me regardait au coin de l'œil. Malgré la curiosité qu'il éveillait en moi, je commençais peu à peu à lui en vouloir vaguement de ses regards dérobés. Ce genre de comportement n'était tout de même pas de mise, vu qu'il n'y avait que nous deux dans la salle d'attente, et ce, tout début de matinée. Il ne m'avait pas seulement adressé la parole, et en le constatant, j'éprouvais subitement le besoin de déstabiliser ce jeune homme, de lui infliger la torture d'un regard implacable. Je rivais donc mes yeux sur lui. S'il me cherchait, il me trouverait. Au premier regard plus direct, qu'il se permettait encore de lancer dans ma direction, il aurait droit à un petit air supérieur lui disant « Parfaitement, jeune homme, on vous regarde. » Car si le destin nous avait réunis si tôt ce matin-là, pourquoi ne pas faire connaissance, comme de braves gens? J'étais déjà là quand il est entré. Je dormais sur la banquette, tâchant de rattraper mon sommeil interrompu au petit jour par des cauchemars. L'avantage de ces cauchemars, c'est que j'étais sûr de ne pas rater le premier train pour Nigel, et donc d'être à l'heure pour le début des classes à 8 heures. J'étais recroquevillé sur la banquette de la salle d'attente, les mains bien au chaud, entre les cuisses, lorsque le gros boom d'une énorme valise qu'on laissait choir par terre me réveilla. On eût dit qu'une locomotive avait défoncé le mur de la salle. J'ouvris les yeux, à l'instant précis où le jeune homme soulevait le bras gauche, pour laisser tomber sa couverture de voyage sur la banquette juste en face de moi. Puis il fléchit les genoux afin de pouvoir déposer délicatement par terre un panier à provisions en jonc tressé qu'il tenait à la main droite, avant de dégager, de son autre main restée libre, une sacoche de cuir qu'il serrait sous son bras droit. Je me redressai sur la banquette, prêt à saluer, mais je dus chasser de la main un filet de salive barrant ma joue gauche et tâcher d'y voir plus clair. Nos regards se croisèrent. Je vis comme une ombre passer sur son visage. Puis il baissa les yeux, à hauteur de ma main qui frottait le haut d'une jambe de mon pantalon décoloré. Je baissai les yeux à mon tour, et là, sur mon pantalon, j'aperçus le filet argenté parallèle au petit sillon du velours à côte. Je frottai d'une main énergique jusqu'à ce qu'il ne restât plus qu'une tache d'humidité, sans aucune trace d'argent. Lorsque je relevai les yeux, le jeune homme s'était tourné. Par les grandes baies, il regardait les autres quais, et au-delà des quais, la gare de manœuvre. M'avait-il pris pour un clochard? J'avais à cœur de le détromper. Je n'étais pas l'un de ces vagabonds.
l'un de ces crève-la-faim baveux. Mais il ne m'en laissa pas le temps, car il se mit à arpenter la salle d'attente, et je me pris bientôt pour lui d'une telle curiosité que j'oubliai tout de mon déplaisir. Il était de ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Il y en a chez qui, sous cette assurance de façade, ne perce que trop d'efforts du jeune coq qui s'essaie à coqueriquer dans les graves sans parvenir à produire mieux qu'un agacement gargouillis. Mais ce jeune homme semblait habité d'une effervescence largement supérieure à celui d'un garçon qui commence à avoir des poils aux aisselles. Je le regardai et m'avisai que, dans son va-et-vient, il ne s'apercevait pas du jeu qu'il jouait avec son ombre. Elle apparaissait ne s'écarter de lui que pour mieux le suivre. Il faisait alors demi-tour pour se lancer à sa poursuite, avant de la piétiner, à chaque fois qu'il passait sous la lampe suspendue au centre de la salle d'attente. Je résolus de lui parler. J'avais bien des années de mastication d'avance sur lui, non? Mastication et déglutition n'avaient plus de secret pour moi. Je pouvais donc me permettre certaines concessions et, ce faisant, accroître mon autorité. D'ailleurs, peut-être avais-je suffisamment déstabilisé ce garçon. Alors, l'école est finie? Dis-je en m'éclaircissant la voix et en jetant sur ses bagages un regard éloquent. Je me disais également que c'était à peu près l'époque de l'année où la plupart des pensionnats fermaient pour les grandes vacances. Il ne s'était pas du tout attendu, je crois, à ce que je lui adresse la parole, car ma voix le fit sursauter. Soudain, figé sur son ombre, il tourna le visage vers moi. Son regard fit aussitôt place à un air rechigné, mais il s'obligea à répondre. Comment? Or, il n'est rien de plus terrible que d'avoir à se répéter quand on s'est évertué à entamer la conversation avec quelqu'un. Tout ce que celle-ci a de superficiel saute alors aux yeux. Alors, l'école est finie? Répétai-je en embrassant de nouveau ses bagages d'un regard éloquent. Oui, dit-il. Il restait campé sur son ombre. Et où est-elle, cette école? Demandai-je. Au Swaziland, dit-il en se détournant, sans pour autant reprendre sa navette. Il m'avait paru accorder une attention particulière au train garé quai numéro 5. C'était le train de grande ligne arrivé de Brighton juste au moment où j'étais entré à la gare à 5 heures. Si le garçon arrivait du Swaziland, il avait forcément pris ce train-là. On remplaçait la locomotive à vapeur qui l'avait tiré depuis Brighton par une locomotive électrique qui tracterait le train pour la dernière partie de son voyage jusqu'à Johannesburg. Au Swaziland, m'exclamai-je, en m'efforçant de paraître très intéressé. Tu en as de la chance, oui, tu as bien de la chance que ton père t'envoie là-bas. Tu comprends? Je n'en ai pas, m'interrompit-il. De quoi? Demandai-je. De père. Alors c'est ta mère qui a eu cette idée, dis-je. Elle n'a rien à voir là-dedans, répondit-il avec une irritation qui ne pouvait m'échapper. Enfin, quiconque t'a. Il ne s'agit pas de quiconque, interrompit-il Dérochef. C'est mon oncle. Bon, qui que ce soit qui. Je viens de vous dire que c'était mon oncle, lança-t-il d'un ton péremptoire. J'étais passablement déconcerté par son hostilité. Avais-je rien fait qui la justifiât? Mais je n'allais pas baisser les bras devant un moucheron. Je devais rester maître de la situation, du calme et de la fermeté, faire mine de n'avoir rien remarqué. Eh bien, dis-je, ton oncle est un homme avisé. Tu comprends, ici, en Afrique du Sud, nous n'avons pas droit à l'instruction. Dans les protectorats, nous pouvons recevoir une meilleure éducation, je dirais même une bonne éducation. Évidemment, dit-il en me regardant en face pour la première fois. Il n'est pas besoin d'être un as en politique pour aboutir à ce genre de conclusion. C'est bien là notre problème. Le mal remonte à 1953. Ce n'est pas d'hier. Nous voici aujourd'hui en 66. N'empêche, nous continuons à nous plaindre comme si nous étions lésés seulement d'hier. Ah, cette platitude de l'analyse, cette absence de vision neuve, la rengaine des vieux griefs.
comme si c'était la révolution même. Nous sommes le 30 novembre 66, encore un été qui commence, mais notre pensée ne sort pas de notre éternel hiver. C'est affligeant. Je le regardais, je me sentais un peu dépassé par la situation. Si ce jeune homme, me dis-je, croyait pouvoir me narguer ou m'humilier, il perdait son temps. Au cours des dernières années, on m'avait si copieusement insulté que je ne pouvais, me persuadai-je, qu'être plus fasciné encore qu'irrité par ce genre d'attitude. Je tâcherais de lui faire croire que ces piques m'avaient touché, histoire de le laisser savourer sa victoire, puisque nous allions voyager dans le même train, ce n'était pas le moment de s'emporter. Je devais m'appliquer à le connaître. C'est étonnant de voir à quel point ce genre de justification spécieuse est devenu chez moi un réflexe. C'est ce qui m'a fait passer, j'imagine, pour singulièrement souple, compréhensif, compatissant, autant de refuge pour mon incapacité croissante à m'affirmer. Je quittai le garçon des yeux et notai pour la première fois ce matin-là le décor alentour. Le soleil ne s'était pas encore levé, mais sa lumière gagnait le ciel à partir de l'Orient. Beaucoup de manœuvres en cours dans la gare de triage. Beaucoup de fumée et de vapeur qui s'élevaient des locomotives par leurs cheminées, par leurs soupapes, en gros nuages. Une petite brise poussait la fumée en direction d'une haie de peupliers qui délimitait le périmètre de la gare. Les branches semblaient aspirer la fumée comme elle s'évanouissait dans la verdure jusqu'au centre ténébreux des arbres. De grands panaches de fumée s'étiraient aussi dans le ciel, des nappes s'y étalaient, qui reflétaient la lueur rouge du soleil encore invisible. Il y avait également des oiseaux et une foule de tourterelles roucoulantes. Leur roucoulement se mêlait au bourdonnement des premières autos et au sifflet des trains. Des moineaux sautillaient sur les quais et en contrebas entre les rails. Pour ma part, je trouvais qu'il faisait agréablement frais et me demandais pourquoi le jeune homme n'ôtait pas son par-dessus. Quand on voyage, on fait tout pareil, j'imagine. Si le voyage doit durer été ou hiver, on se couvre. Je me laissais tellement prendre par la réalité consolante du matin que je ne vis ni n'entendis notre train entrer en gare. Un train de banlieue qui s'élançait de Springs en direction de Johannesburg me rappela les raisons de ma présence en ces lieux. Une fois parti le train de banlieue, je m'aperçus que le train de grande ligne garé quai numéro 5 bougeait et que le garçon était sorti de la salle d'attente. Posté juste à l'entrée, il regardait le train, puis il tourna la tête vers la salle d'attente comme s'il avait envie d'y revenir, mais il se ravisa. Il regarda en l'air, puis à terre, puis de côté, partout sauf en direction du train qu'il était apparemment sorti voir. Alors que le train prenait de la vitesse, je m'aperçus qu'on agitait un mouchoir blanc dans notre direction. Le garçon finit par s'obliger à remarquer le mouchoir. Malgré la 50aine de mètres qui me séparaient de la jeune fille, je voyais sa bouille toute ronde, car elle avait rebroussé ses cheveux, et à l'arrière de sa tête jaillissait la flamme d'une houppe, telle la couronne noire d'une coiffure zoulou. Sur son visage, au teint sombre, d'une suave beauté, je lus un air de supériorité apitoyée. Malgré son sourire, elle n'avait pas l'air heureuse. On lui dit qu'elle souriait parce qu'il fallait sourire. Elle semblait agiter son mouchoir moins pour dire adieu au garçon que pour ménager l'avenir. Elle semblait désireuse de ne pas le contrarier. Le jeune homme finit par sortir la main droite de la poche de son par-dessus, mais se contenta de l'agiter comme s'il écartait une mouche de son visage. Il remit la main dans sa poche, vira sur les talons et revint dans la salle d'attente. Mais à l'instant où il franchissait le seuil, il tourna brièvement la tête vers la jeune fille au mouchoir. Elle s'arrêta d'agiter la main, regarda, puis recommença. Finalement, son train décrivit une courbe et sa tête disparut de la fenêtre. Ses gestes avaient trahi une anxiété manifeste.
mais elle avait semblé plus impatiente qu'effrayée. Le train disparut. Il laissa derrière lui un silence qui provenait moins de la gare nous entourant qu'il ne tenait du fait que je venais d'être témoin d'un événement étrange mais significatif. Je venais de m'immiscer dans un moment d'intimité qui me donna un bien plus grand sentiment de victoire sur mon jeune homme qui ne pourrait jamais lui donner son arrogance à mon écart. Je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'on était désormais deux à avoir essayé ce matin-là, avec compréhension, et peut-être sans condescendance, de flatter la vanité de ce garçon. Il revint, d'un air gauche, à l'intérieur de la salle d'attente, comme dans un état second. Il ne se rendit même pas compte, je crois, qu'il s'asseyait. C'est l'instant que je choisis pour me lever. Inutile de se rasseoir maintenant, dis-je, notre train est à quai. Assurément, cet inutile de me fit plaisir. Je crois que j'en voulais à ce jeune homme qui ne s'était pas assis auparavant pour bavarder avec moi. Il leva le visage vers le mien. Ce ne fut pas de l'impatience que j'y vis cette fois, pas davantage qu'il n'y avait là aucune trace d'arrogance supérieure, mais une absence qui me fit songer que je n'avais plus qu'à l'enterrer. Son visage très noir était devenu grisâtre. Mais rien de ce désarroi n'éveilla chez moi le moindre élan de compassion. Mon voisin eût-il repris cet air de défi, ce détachement distingué que je lui avais vu auparavant, je n'en aurais eu cure. Je m'approchai de lui et du demi-cercle de bagages qui l'entourait, empoignai la grosse valise et la couverture, puis me hissai tant bien que mal dans le train. Il avait dû m'emboîter le pas aussitôt, puisque je n'étais pas encore assis dans le train que la poussière du wagon claqua. Je le vis ensuite s'installer avec précaution sur la banquette en face de moi. Nous étions les deux seuls passagers de cette voiture de deuxième classe, et nous gardâmes le silence un certain temps, aussi mal à l'aise l'un que l'autre. Puis je le regardai de nouveau droit dans les yeux. Je voulais être beaucoup plus gênant pour lui qu'il ne le saurait l'être pour moi. Ses yeux évitèrent les miens, il regarda par la fenêtre. Mais j'avais la conviction qu'en fait il ne voyait rien du tout. C'est moi qui repris l'initiative. « C'est ta petite amie ?» demandai-je. Il se détourna brusquement de la fenêtre et me regarda. On eût dit que je l'avais poignardé par surprise. « Je n'ai pas entendu, dit-il, avec une attention docile. « C'est ta petite amie ?» répétai-je. Il eut alors une réaction à laquelle je ne m'étais pas du tout attendu. Il sourit en signe d'acquiescement, je souris à mon tour. Puis, comme à un signal, nous éclatâmes de rire tous les deux. Je ne savais pas trop ce qui se passait, mais nous rîmes tous deux à gorge déployée. J'étais ravi. Comme ça, dis-je en essuyant mes larmes avec mon mouchoir, toi-même et cette jeune fille qui agitait la main, vous êtes intimes au point que tu ne peux penser à elle sans sourire, avant d'éclater de rire. Il hocha la tête et nous rîmes encore un petit coup. D'où est-elle ? demandai-je au bout de quelques instants. De Soweto, dit-il. Indéni Nord. Mdeni Nord. Elle aussi, elle est en pension au Swaziland, demandai-je. Il fit oui de la tête. Le regard qu'il portait alors sur moi n'avait plus rien de fuyant. Il paraissait s'être complètement remis de l'incident de la salle d'attente. Il avait l'air détendu et semblait avoir retrouvé sa confiance. Mais il demeurait une trace de cette expression intimidante que je lui avais vue antérieurement. Il me regardait comme s'il essayait de se jeter à l'eau. « D'ailleurs, dit-il, j'ai une question à vous poser. » Je souris, permission accordée. « Êtes-vous le professeur Zamani ?» demanda-t-il. « Êtes-vous bien le professeur Zamani ?» Un bref regard m'enveloppa de la tête aux pieds. Machinalement, je serrai les cuisses, dans l'espoir que la tache d'humidité de ma traînée de salive ne se verrait plus. Je n'osais baisser les yeux pour vérifier. Je voyais qu'il regardait mon ombre. Il me regardait comme s'il avait le droit de me dire n'importe quoi et que je sois obligé d'écouter. Mais je n'allais pas permettre à un gamin de me demander mon nom avant que je lui ai demandé le sien. Bon, mais pas bête. « Et toi-même ?» demandai-je. « J'avais donc vu juste, dit-il.
J'y ai tout de suite pensé quand je vous ai vu là-bas. D'un mouvement de la tête, il indiqua la salle d'attente. Non seulement je vous connais, professeur Zamani, mais j'ai également beaucoup entendu parler de vous. Je connais même votre surnom, Pagna Pagna. Ce nom semble en convenir encore, car vos yeux papillotent plus que jamais. Il se mit à ricaner. Moi, je me sentais bouillir. Mais complètement désarmé, j'écoutais sans réagir. Il y avait quelque chose chez lui qui m'ôtait toute volonté de riposte. Vous étiez la terreur des élèves, dit-il. Je vous connaissais bien avant même de vous avoir vu. Je n'étais à l'époque qu'un petit de 7 ans à l'école primaire d'Emzikoulou. Voilà qui remonte voyons, à 11 ans. 11 ans déjà. Vous étiez à ce moment-là à l'école de Zarkeni. Vous faisiez la classe aux grands. Et je sais que vous y êtes encore. Chaque fois qu'on pensait à vous, nous autres, les petits Mzikoulou, on redoutait de réussir à l'examen et de finir par vous avoir un jour. On disait que vous pouviez battre les élèves jusqu'à ce que la peau leur pèle. Les enfants disaient « Pagna, Pagna, te fera t'allonger à plat ventre sur un banc, puis il demandera au costaud de la classe de te tenir solidement par les jambes et les bras. Alors, de la main droite, il empoignera sa trop fameuse canne et dit « Les beaux jours ». Et de la gauche, il te donnera des chiquenaudes sur les fesses comme s'il les assaisonnait de poivre et de sel. Ensuite, les coups de canne pleuvront. Voilà ce que disaient les élèves. Et on inventait toutes sortes d'histoires pour illustrer votre brutalité. Il marqua un temps d'arrêt et me regarda comme s'il venait de faire la révélation du siècle. Puis il demanda « Est-ce que vous pelez toujours la peau des gosses ?» Je choisis d'en rire. Il avait l'air si sûr de lui. C'était une excellente question. Évidemment qu'il avait posé là. « Est-ce que vous pelez toujours la peau des gosses ?» Plus maintenant. Voilà à peu près 3 ans que j'avais cessé. Mais j'avais bien envie de recommencer avec ce garçon assis en face de moi.